Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence consacrée à Jules Verne. Désolé pour le retard, je viens juste d'arriver de Paris, j'ai essayé de faire au plus vite, mais voilà. Donc je suis très heureux d'être présent au Festival Hypermonde pour vous parler justement de Jules Verne dans le cadre de ce festival avec la thématique voyage, puisque Jules Verne c'était un grand voyageur, que ce soit par sa vie personnelle ou par les œuvres qu'il a composées, ses voyages extraordinaires. Donc, on va effectivement parler de lui pendant cette conférence, et je vais m'appuyer donc sur un ouvrage que j'ai écrit sur Jules Verne il y a quelques années, Les Mondes extraordinaires de Jules Verne, qui a été publié donc en 2021 aux éditions Armand Collin, et qui m'amenait en fait à parler de son héritage artistique et culturel, parce que Jules Verne, on connaît bien sûr ses grands romans, mais c'est aussi un auteur qui a inspiré de très nombreux artistes à travers le monde, pas uniquement en littérature d'ailleurs. Je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas Allard, je suis professeur agrégé de lettres modernes en classe préparatoire et je suis donc également écrivain, essayiste. J'ai écrit plusieurs œuvres sur les littératures de l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, également la pop culture. Donc précédemment un ouvrage sur Star Wars, un autre sur Game of Thrones, deux essais sur Dune, le roman de science-fiction de Frank Herbert. J'ai également écrit sur La planète des singes, co-dirigé un ouvrage Jurassic Park et les sciences avec le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, où avec plusieurs autres auteurs, on a analysé cette saga d'un point de vue scientifique, philosophique, littéraire. Également un essai sur le manga L'Attaque des Titans, et puis plus récemment, j'ai signé la préface de l'édition collector du roman Jurassic Park aux éditions Pocket Imaginaire. Alors, je vais tout de suite donc vous parler de Jules Verne. Donc Jules Verne est un écrivain français qui est né à Nantes en 1828. Là, sur l'image de gauche, vous avez l'actuel musée Jules Verne de Nantes, qui n'est pas sa maison natale, mais qui est une maison qui ressemble à celle qu'on pouvait occuper à cette époque-là à Nantes. Il faut savoir que Nantes est en train de créer un grand musée des imaginaires dans lequel se trouvera le musée Jules Verne. Ce sera le cas avant la fin de cette décennie. Et puis donc, il est décédé à Amiens en 1905. Il a vécu une grande partie de sa vie à Amiens, notamment parce que sa femme était amiénoise. Jules Verne a souhaité s'installer à Amiens pour deux raisons. La première, c'est que il voulait vivre un peu à l'écart du tumulte de la grande ville parisienne pour pouvoir composer le plus sereinement possible. Et puis aussi, il voulait se rapprocher de la mer parce qu'il avait un plaisir particulier à pouvoir se trouver sur les bateaux qu'il achetait avec ses droits d'auteur. Et donc, il était plus proche de la mer en étant à Amiens qu'en étant à Paris. Jules Verne est actuellement le deuxième écrivain le plus traduit au monde. C'est en fait l'écrivain français le plus lu à l'étranger. Ce n'est pas Victor Hugo, par exemple, c'est Jules Verne. La première étant Agatha Christie. Et donc, si on fait un classement mondial des écrivains les plus traduits au monde, eh bien, Jules Verne arrive en deuxième position. C'est donc un écrivain majeur de notre littérature. Jules Verne, donc là, vous avez une représentation du Nantes, de la ville de Nantes à l'époque de Jules Verne, donc dans la première moitié du 19e siècle. Nantes, à cette époque-là, était un grand port de commerce, ce que cette ville n'est plus désormais. Et donc, Jules Verne n'a jamais eu un grand intérêt pour sa ville natale. Dès qu'il l'a quittée pour faire ses études à Paris, il n'est jamais revenu s'installer à Nantes. Mais par contre, il admet que Nantes a exercé une certaine importance sur on pourrait dire son imaginaire, parce que justement, quand il était enfant, il se promenait sur les bords de Loire et il était fasciné par tous ces bateaux au long cours qui s'apprêtaient à partir pour des destinations très exotiques. Il faut rappeler que dans la première moitié du 19e siècle, on voyage très peu lorsque l'on est en France. Parfois, on va rester dans son village, sa ville, sa région, on ne va pas voyager beaucoup. Et donc, Jules Verne était fasciné par ces bateaux qui partaient pour des destinations exotiques. Donc, le voyage, déjà, avait une certaine importance à ses yeux. Il raconte d'ailleurs que même si Nantes n'est pas très loin de la mer, avec son frère, il n'allait jamais au bord de la mer. Et donc, pendant l'été, il s'inventait, quand il jouait dans les arbres, des cabanes qui le représentaient comme des bateaux. Donc, il y avait déjà une certaine utilisation de son imagination. Et justement, pendant son enfance, c'est un récit de voyage qui va le fasciner. C'est l'histoire de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, qui va vraiment être son livre de chevet, un ouvrage, roman d'aventure qu'il va toujours conserver à proximité de lui, qu'il va lire et relire plusieurs fois dans sa vie et qui va donc fortement l'influencer.
Quand il est jeune étudiant à Paris, donc il part à l'origine pour faire des études de droit, et puis il sait très bien qu'en réalité ce n'est pas sa passion. Son père, il y a une tradition familiale chez Jules Verne, à savoir que le fils aîné doit faire des études de droit. Lui accepte de commencer ces études-là, mais n'est pas passionné par le droit, il veut devenir écrivain, et il pense au départ devenir dramaturge. Donc il va devenir ami avec le fils d'Alexandre Dumas, qui se trouve sur à gauche de l'image, de l'écran, et il va écrire une comédie, Les Pailles rompues, qui ne va rencontrer aucun succès, et qui va l'amener justement assez vite à se dire que il faut peut-être qu'il se consacre à un autre genre littéraire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va par contre toujours garder un certain intérêt pour le théâtre, le monde du théâtre. Et par exemple, au cours de sa vie, 5 de ses romans seront adaptés au théâtre, et il va lui-même prendre en charge leur adaptation. La plus célèbre étant Le Tour du monde en 80 jours. Là, c'est l'affiche de la pièce de théâtre de l'époque. C'est une pièce qui avait fasciné ses contemporains, notamment parce qu'un véritable éléphant se trouvait sur scène. Et voilà, donc il a toujours gardé un certain intérêt pour le théâtre, à tel point que quand il a été connu d'ailleurs, il a écrit lui-même une pièce de théâtre, Voyage à travers l'impossible, et c'est une pièce de théâtre dans laquelle il va réunir les personnages les plus célèbres et les lieux les plus connus de son univers romanesque. Et donc là, ça va influencer en quelque sorte les pratiques de Jules Verne, la pop culture. Par exemple, J.K. Rowling avec Harry Potter, eh bien la suite plus ou moins officielle d'Harry Potter a été une pièce de théâtre, donc Harry Potter et l'enfant maudit. Et puis Jules Verne, ça s'est documenté, a influencé Stan Lee, qui est donc un scénariste et dessinateur américain, créateur de plusieurs grands héros de la bande dessinée. Et Stan Lee donc va reprendre à Jules Verne un principe qu'il est l'un des premiers à utiliser, c'est le principe du crossover, lorsque l'on réunit dans une même histoire des personnages qui appartiennent à des univers différents. Donc Jules Verne l'avait fait avec Voyage à travers l'impossible, et Stan Lee, qui a beaucoup lu Jules Verne pendant son enfance et son adolescence, va s'inspirer régulièrement de Jules Verne, pas simplement pour le crossover, mais aussi pour les personnages de scientifiques de talent qui peuvent se servir de leur connaissances scientifiques pour se créer finalement un personnage de super-héros comme Iron Man. Alors Jules Verne, au cours de ses premières années à Paris, va être assez fasciné par le voyage, notamment par des personnes qui sont des voyageurs, des explorateurs. C'est le cas donc de Arago, qui est un des grands explorateurs français de l'époque, qui a écrit plusieurs récits de voyage où il relate ses aventures. Et donc Jules Verne va nouer une amitié avec cet homme qui est bien plus âgé que lui. Et puis Jules Verne va également nouer une amitié durable avec Nadar, qui est un photographe de l'époque, et qui est surtout l'un des principaux promoteurs du vol en ballon, un vol qui à cette époque-là est encore dangereux, hein, on est un aventurier dès qu'on se trouve dans un ballon, et donc Jules Verne est fasciné par les récits de ces explorateurs qui justement lui expliquent à quel point le voyage peut être exaltant et fascinant. Voilà, la rencontre décisive pour la carrière de Jules Verne, il l'a fait lorsque, à l'âge de 35 ans, il va rencontrer l'éditeur Pierre-Jules Hetzel, qui est l'un des plus grands éditeurs français de l'époque. C'est notamment l'éditeur de Victor Hugo, de George Sand, l'éditeur de plusieurs écrivains romantiques du 19e siècle. Jules Verne va lui proposer un premier texte qui est un récit de voyage, justement. Jules Verne était parti en voyage en bateau en Angleterre et en Écosse. Pierre-Jules Hetzel ne va pas être convaincu par le texte et va donc le refuser, mais en voyant quand même que cet auteur semble avoir du potentiel. Et Jules Verne va lui proposer un récit justement qui est inspiré de ses échanges avec Nadar, un récit qu'il appelle Le Voyage en l'air, donc le premier roman de Jules Verne. Vous voyez qu'on a le terme même de voyage qui apparaît, et Pierre-Jules Hetzel va accepter ce texte-là, va simplement demander à Jules Verne de le remanier, et il sera intitulé 5 semaines en ballon. C'est donc le premier roman de la collection des voyages extraordinaires de Jules Verne. Et justement, Pierre-Jules Hetzel, je l'ai montré dans mon essai, c'est quelqu'un qui va déjà avoir des pratiques qui peuvent évoquer celles que l'on aura plus tard dans la pop culture, notamment dans le domaine du cinéma avec les producteurs, parce que Pierre-Jules Hetzel donc publie les romans de Jules Verne dans une revue qui est le Magazin d'éducation et de récréation, une revue qui est plutôt à destination de la jeunesse ou des adolescents. Mais ensuite,
quand l'intégralité du roman a été publiée en feuilleton, eh bien, il va en proposer des éditions assez luxueuses, donc avec la belle couverture rouge et dorée, donc que l'on appelle maintenant les exemplaires ou les éditions Hetzel. Et voilà. Et donc, il veut proposer finalement au lecteur un objet de collection, de la même manière qu'ensuite, maintenant, nous avons parfois une édition collector pour un film avec un coffret qui peut être particulièrement bien élaboré, des bonus, etc. Et notamment, là j'ai pris l'exemple du roman De la Terre à la Lune de Jules Verne. Eh bien, il va faire en sorte que les récits de Jules Verne soient illustrés, que l'on puisse vraiment avoir un bel objet chez soi. Donc, il y avait un intérêt pour les lecteurs de l'époque, même quand ils connaissaient les ouvrages de Jules Verne, à se procurer les éditions Hetzel pour avoir ces très beaux livres dans leur bibliothèque. Voilà. Il y a également une pratique qui va déjà annoncer un petit peu ce qu'on va trouver plus tard dans la pop culture, c'est la question des produits dérivés, hein, on pourrait dire maintenant même nous du merchandising. Donc par exemple sur la gauche de l'écran, vous avez un jeu de société inspiré du Tour du monde en 80 jours qui est créé du vivant de Jules Verne. Il y a un certain nombre de produits dérivés qui sont créés avec sa collaboration ou en tous les cas son accord à cette époque-là. Donc on a essentiellement des jeux de société, des puzzles, il peut y avoir parfois des petits personnages, mais ce sont surtout des jeux de société, des puzzles qui sont créés. Et il y a parmi les héritiers de Jules Verne un cinéaste dont je vais vous reparler par la suite, qui est George Lucas, qui a été très inspiré par les œuvres de Jules Verne, mais aussi par ses pratiques. Et Lucas, justement, quand il signe son premier contrat pour la Guerre des Étoiles, Star Wars, eh bien, il ne va pas demander une somme trop importante, il va pas vouloir avoir une forte rémunération en tant que réalisateur. Par contre, il demande à garder l'exclusivité des droits pour les produits dérivés. À l'époque, on pensait que ça ne valait pas grand-chose. Et Star Wars lui a plus rapporté avec les produits dérivés qu'avec les films qui ont pourtant rencontré un immense succès planétaire. Voilà. Alors rapidement, vous dire également que Jules Verne donc a écrit plusieurs romans. Au total, donc, il a écrit plus d'une soixantaine de romans, une grosse dizaine de nouvelles, et tout cela figure donc parmi ce qu'on appelle maintenant la collection des Voyages extraordinaires. On peut rapidement citer quelques titres connus, donc Voyage au centre de la Terre à la Lune que j'ai évoqué tout à l'heure, Le Tour du monde en 80 jours, L'île mystérieuse, Michel Strogoff, et bien sûr, le plus connu de tous, 20 milieux sous les mers, un ouvrage dont l'inspiration lui est venue de George Sand. George Sand aimait beaucoup les romans de Jules Verne et elle trouvait qu'il pouvait être intéressant qu'il fasse une de ses aventures sous la mer, sous les eaux. Et comme Jules Verne avait de toute façon depuis très longtemps une fascination pour les océans, je vous disais qu'il naviguait sur mer, mais aussi donc qu'il aimait les récits d'aventures qui se passent sur les eaux ou en tous les cas à proximité de l'espace marin. Eh bien, il va écrire ce roman qui reste à ce jour son plus connu et celui qui a également donné lieu au plus grand nombre d'adaptations, qu'elles soient directes ou indirectes. Voilà. Et justement, concernant 20 milieux sous les mers, à l'époque de son vivant, Jules Verne va être un auteur connu et reconnu dans le monde entier. Et j'aime bien citer cette anecdote-là qui me semble révélatrice de l'importance qu'avait Jules Verne. Jules Verne, à l'origine, donc pour le capitaine Nemo qu'on voit sur la gauche de l'écran, avait prévu que ce soit un personnage polonais qui se servirait du Nautilus pour attaquer l'Empire russe. Hein, toute ressemblance avec notre contexte actuel n'étant pas totalement à exclure. Et simplement, son éditeur lui a demandé de ne pas aller au bout de son idée parce que Jules Verne était tellement populaire en Russie qu'il avait peur que le lectorat russe, vexé d'être le grand méchant finalement d'un roman qui allait avoir un certain succès, eh bien, se détourne des œuvres de Jules Verne. Donc, Nemo, justement, est devenu littéralement personne puisque c'est son nom en latin, c'est la signification de Nemo en latin, et Jules Verne a abandonné son projet. Et pour vous donner une idée à quel point Jules Verne est populaire en Russie, encore de nos jours, eh bien là, par exemple, il est représenté dans un ballon au-dessus de la ville de Nijni Novgorod, en Russie. Et donc, c'est un des auteurs étrangers en Russie qui continue à être parmi les plus lus. Jules Verne, donc, est aussi, c'est important de le dire pour son influence sur les arts, il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la science-fiction.
Alors, il y a bien sûr plusieurs œuvres qui vont déjà annoncer la science-fiction. On peut considérer que la première œuvre qui va vraiment marquer les origines du genre, c'est Frankenstein de Mary Shelley, publié en 1818. Mais Mary Shelley ne va pas avoir une production de science-fiction qui est suffisamment abondante pour que on puisse se dire que la science-fiction se développe dès la première moitié du 19e siècle. Et donc, c'est Jules Verne et ensuite un auteur qui va s'inspirer de Jules Verne, H.G. Wells, qui vont véritablement donner ses premières lettres de noblesse à la science-fiction. H.G. Wells, donc très connu pour des romans comme La Guerre des mondes, La machine à explorer le temps. Je ne fais pas la liste complète, mais c'est un des grands auteurs de science-fiction. Et simplement, à l'époque de Jules Verne, le terme de science-fiction n'existe pas. Jules Verne, lui, dit qu'il fait des romans de la science, donc il s'inspire de la science pour élaborer des œuvres romanesques. Et sa différence avec H.G. Wells, c'est que lui, par contre, recherche toujours une certaine crédibilité scientifique dans ses ouvrages, là où H.G. Wells va se distinguer de Jules Verne parce que il s'autorise une certaine liberté, une certaine fantaisie lorsque il développe ses récits. Voilà. Alors, pour parler justement de l'héritage de Jules Verne dans les arts de façon générale. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Jules Verne a été adapté au cinéma de son vivant, avec notamment celui qui est considéré bien souvent comme le premier vrai réalisateur de l'histoire du cinéma, le français Georges Méliès. Ce n'est pas lui, bien sûr, qui invente le cinématographe, ce sont les frères Lumière, mais lui, Méliès, considère que le cinématographe est sous-exploité s'il ne sert qu'à des fins documentaires. Et donc, il va vouloir se servir de cette invention nouvelle pour raconter des histoires et des histoires assez extraordinaires. Et donc, il choisit ici de s'inspirer de plusieurs romans de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, mais aussi le diptyque lunaire de Jules Verne, De la Terre à la Lune, puis Autour de la Lune, pour réaliser un certain nombre de films, dont son plus célèbre qui poste justement le voyage dans la Lune. Voilà. Et Méliès, d'ailleurs, était présenté par les journalistes culturels de son époque comme le Jules Verne du cinéma, une référence qu'il acceptait tout à fait. Pour lui, c'était élogieux d'être présenté ainsi. C'est important de parler de Méliès parce que Méliès va exercer une grande influence sur le cinéma américain pour beaucoup de grands réalisateurs américains, que ce soit Scorsese, Spielberg, Lucas ou dans le monde nord-américain James Cameron. C'est une référence incontournable. Et notamment, Steven Spielberg fait partie des héritiers de Jules Verne. Spielberg, il fait partie de ces premières générations d'Américains qui grandissent, qui commencent à grandir avec les écrans de télévision, mais les écrans ne sont pas non plus omniprésents dans la vie quotidienne d'un enfant comme Spielberg ou Lucas. Et donc, ils grandissent aussi en lisant des comic books, des romans, et notamment des romans d'aventure ou de science-fiction. Spielberg, donc, va s'inspirer parfois de certains romans de George Lucas, de Jules Verne, et notamment donc il y a tout un parallèle qui est établi entre Spielberg et Jules Verne dans un ouvrage Steven Spielberg Mythe et Chaos qui est sorti il y a une vingtaine d'années maintenant. Dans cet ouvrage, il est notamment montré que Spielberg et Lucas se sont fortement inspirés du roman de Jules Verne Les Indes Noires pour composer le film Indiana Jones et le Temple maudit. Mais on pourrait faire d'autres parallèles, je n'ai pas le temps de les développer ici, mais j'ai pu le faire justement dans mon essai. Et je voudrais justement vous parler de George Lucas, qui est l'autre créateur de Indiana Jones avec Spielberg. George Lucas, je vous le disais, s'est inspiré de Jules Verne sur plusieurs points, notamment, on avait vu tout à l'heure pour le merchandising, les produits dérivés, et aussi il va reprendre un procédé littéraire que Jules Verne a été le premier véritablement à populariser, qui est ce qu'on appelle maintenant la continuité rétroactive. Vous pouvez aussi connaître parfois le terme américain de retcon. Et donc la continuité rétroactive, l'exemple le plus célèbre dans la pop culture, c'est la trilogie originale Star Wars. On nous présente d'abord le personnage de Dark Vador comme l'incarnation du mal, celui qui a tué le père du héros Luke Skywalker. Dans le film suivant, Dark Vador dit pourtant à Luke qu'il est son père. Et dans le dernier film, Le Retour du Jedi, Obi-Wan va dire que effectivement Dark Vador est bien le père de Luke et va expliquer pourquoi il avait affirmé le contraire précédemment. Donc la continuité rétroactive, c'est un procédé très simple. C'est lorsque vous allez proposer un coup de théâtre dans un récit et vous allez faire en sorte que ce coup de théâtre reste
cohérent avec l'ensemble de l'intrigue, qu'il ne soit pas en train de remettre en cause justement la cohérence scénaristique ou narrative de cette intrigue. Et donc George Lucas s'est inspiré ici de ce que justement Jules Verne avait fait avec le personnage du capitaine Nemo, puisque le capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers n'est personne, on ne connaît pas bien son identité. Et dans l'île mystérieuse, à la fin du roman L'île mystérieuse, coup de théâtre, on apprend que le capitaine Nemo, de ses propres mots, était un prince indien qui a œuvré pour la libération de l'Inde face à l'Empire britannique. Et donc Jules Verne, parce que cette révélation ne va pas de soi, fait en sorte qu'elle reste malgré tout cohérente, qu'elle ne remette pas en cause le roman 20 milieux sous les mers composé précédemment. Concernant George Lucas et Jules Verne, il y a une filiation que j'ai évoquée dans mon livre. En fait, George Lucas s'est inspiré, il y a plusieurs sources d'inspiration pour la Guerre des Étoiles, mais parmi celles-ci, il y a notamment 2 œuvres qui vont le marquer, c'est Dune de Frank Herbert et également tout le cycle qui concerne John Carter d'Edgar Rice Burroughs, qui est connu maintenant comme étant le cycle de Mars. Eh bien, les 2 auteurs en question, Edgar Rice Burroughs et Frank Herbert, sont de grands lecteurs de Jules Verne et ont toujours revendiqué l'inspiration qui leur venait de Jules Verne. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de chaîne créative qui part de Jules Verne, qui passe par Edgar Rice Burroughs, Frank Herbert, pour aboutir à George Lucas et la Guerre des Étoiles. Il ne s'agit pas bien sûr de dire que la Guerre des Étoiles est une adaptation d'un roman de Jules Verne, ce serait absurde, mais il y a indéniablement des sources d'inspiration qui vont traverser le temps. Également, parmi les autres grands réalisateurs nord-américains, il faut évoquer James Cameron. James Cameron a toujours revendiqué être, pendant son enfance et dans son adolescence, un grand lecteur de romans d'aventure, de romans de science-fiction. C'est quelqu'un qui a une passion, comme Jules Verne, pour les océans et pour le voyage. Et donc, il s'inspire notamment de l'œuvre de Jules Verne, le roman Une ville flottante, lorsqu'il écrit son film Titanic, qui a été l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Notamment, il reprend au roman de Jules Verne, qui lui aussi se passe sur un transatlantique, donc un bateau qui relie l'Europe aux États-Unis. Il reprend l'idée d'un triangle amoureux tragique, comme on l'a dans le film Titanic. Et donc, bien sûr, Titanic s'inspire d'une histoire vraie, mais Cameron va reprendre finalement dans les éléments romancés, les éléments qui sont de sa pure création, plusieurs éléments que l'on trouve dans Une ville flottante de Jules Verne. Il faut savoir d'ailleurs que Jules Verne fascine beaucoup aux États-Unis parce qu'on estime qu'il a été visionnaire, notamment dans Une ville flottante. Il insiste, bien avant qu'on en prenne conscience, sur le fait que les transatlantiques soient des bateaux qui ne sont pas suffisamment armés pour traverser des régions où il y a des icebergs. Et donc, pour les Américains, il est parfois présenté comme celui qui a annoncé plusieurs décennies à l'avance la catastrophe du Titanic. Il fascine également en ce qui concerne la conquête spatiale, puisque Jules Verne a place dans son roman De la Terre à la Lune, l'endroit où l'obus va être lancé dans la Lune. C'est quasiment l'endroit où se trouve maintenant Cap Canaveral. Voilà. Donc, pour continuer sur son influence dans les arts et dans la pop culture, il exerce une influence très forte sur Walt Disney, le fondateur de la fameuse société de divertissement que nous connaissons tous maintenant. Walt Disney a grandi avec les romans de Jules Verne qui l'ont fasciné, à tel point d'ailleurs qu'il va faire courir des risques à sa société, qui est encore une société puissante, mais pas autant que maintenant, à l'époque où le film est créé. Il décide de produire 20 milieux sous les mers. À l'époque, le film coûte 5 millions de dollars, donc on est au début des années 1950, et c'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma à cette époque-là. Pour le dire autrement, si 20 milieux sous les mers de Walt Disney avait été un échec commercial, la société Disney que nous connaissons maintenant n'existerait pas. Elle aurait fait faillite à cette époque. Mais Walt Disney aimait tellement Jules Verne, il voulait tellement lui rendre hommage qu'il a décidé de sortir ici le carnet de chèques et de faire en sorte que ce film-là soit une adaptation la plus fidèle possible du roman 20 milieux sous les mers. Et c'est d'ailleurs toujours à l'heure actuelle une adaptation qui est jugée très qualitative. Les effets spéciaux, pour certains d'entre eux, ont vieilli, mais il y a une esthétique qui a été mise en place, notamment avec le sous-marin Nautilus, qui reste marquante.
Le lien entre Jules Verne et l'univers Disney s'est toujours maintenu. Alors on le voit notamment au point suivant, c'est que vous avez dans les parcs Disneyland, pas simplement à Paris mais dans le reste du monde, des attractions qui font référence à l'univers de Jules Verne. Donc par exemple sur la gauche de l'écran là vous avez une photo de Disneyland Paris où vous avez non seulement le sous-marin, le Nautilus, mais l'attraction Space Mountain est une référence, est un hommage rendu au roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, puisque les êtres humains sont propulsés dans l'espace au moyen d'un canon, puisqu'ils sont dans un boulet. Voilà. Et donc, vous avez dans plusieurs parcs, il y a certains parcs dans le monde, notamment Tokyo Disney Sea, où là, vous avez même l'île du capitaine Nemo qui est représentée. Et voilà. Donc, moi, il y a quelques années, d'ailleurs, j'avais fait un podcast avec le site Chronique Disney qui est focalisé sur Disney, justement les univers de Disney, où on avait parlé de tout le lien qui existait entre Disney et Jules Verne. Et puis, si on parle rapidement des longs métrages d'animation Disney, il y en a qui sont ouvertement inspirés des romans de Jules Verne, qui sont une réappropriation de ce que Jules Verne a pu écrire. C'est le cas au début des années 2000 d'Atlantide, l'Empire perdu, qui est une réécriture de 20 milieux sous les mers et également de Voyage au centre de la Terre. Et puis, plus récemment, Avalonia, l'étrange voyage, qui n'est pas sorti au cinéma, mais directement sur la plateforme Disney+. Là, c'est une réécriture écologique de Voyage au centre de la Terre. Et ces deux longs métrages ont été justement présentés comme tels par leurs scénaristes. C'est un lien qui est parfaitement assumé. Voilà, Disney a également récemment voulu continuer à exploiter l'univers créé par Jules Verne avec la série Nautilus, alors qui en France est sortie sur France Télévisions, donc qui a racheté les droits à Disney. À l'origine, la série qui est une mini-série devait venir alimenter Disney+, puis Disney a changé un peu de stratégie, mais ici on nous raconte justement comment Nemo est devenu le célèbre capitaine Nemo. Également vous dire que une œuvre comme 20 milieux sous les mers, qui est la plus connue de Jules Verne, elle peut inspirer aussi d'autres domaines que le cinéma ou la série. C'est par exemple le cas avec le théâtre. Vous avez peut-être vu ou entendu parler ces dernières années de la pièce de Christian Hec et Valérie Le Sort, donc 20 milieux sous les mers, qui est une pièce très ambitieuse puisque Valérie Le Sort et Christian Hec cherchent le plus possible à créer des effets visuels spectaculaires, à proposer presque une expérience cinématographique aux spectateurs de théâtre. Et donc, ils ont adapté ce roman de Jules Verne au théâtre, une pièce qui a rencontré un grand succès commercial, mais aussi critique. Voilà, pour continuer un petit peu dans la liste des œuvres que Jules Verne a inspirées de près ou de loin, il faut parler ici de Tarzan et de la planète des singes qui maintenant font vraiment partie de notre culture populaire et qui ont donc pour point d'origine un roman de Jules Verne qui n'est pas pourtant son plus connu, Le Village aérien. Dans Le Village aérien, Jules Verne va s'inspirer notamment des travaux de Darwin et d'une réflexion qui intéresse beaucoup d'hommes et de femmes à son époque, qui est la question du chaînon manquant. Cette espèce qui serait à la frontière entre l'homme et le singe, entre notre espèce et les primates. Et donc, il va représenter ce chaînon manquant dans Le Village aérien, avec donc des primates, ou une sorte de primate qui serait capable de marcher pleinement sur ses deux pattes, qui serait bipède, qui aurait un langage, la capacité également d'avoir une culture, un village. Cet ouvrage va fortement marquer un auteur qui aime déjà beaucoup Jules Verne et dont je vous ai parlé tout à l'heure, Edgar Rice Burroughs, qui va donc s'inspirer du Village aérien pour créer les aventures de Tarzan. Et Pierre Boulle, ensuite, écrivain français donc du XXe siècle, va s'inspirer aussi bien du Village aérien que de Tarzan pour créer son roman La planète des singes, qui ensuite va être à l'origine d'une franchise de pop culture, puisqu'on compte maintenant une dizaine de films de La planète des singes, une saga qui est toujours très active puisque Disney a déjà mis en production un 11e film qui sortira dans 2 ou 3 ans.
Voilà. Également, Jules Verne est un auteur important pour tout ce qui concerne la littérature dite préhistorique. Donc cette littérature qui va justement rendre compte faire apparaître plutôt des animaux ou des personnages qui auraient pu qui ne vivaient pas à notre époque. Il faut savoir qu'au 19e siècle, justement, on est en plein essor de la paléontologie et donc les dinosaures commencent à être connus du grand public. Jules Verne décide de faire apparaître 2 reptiles marins dans Voyage au centre de la Terre qui se combattent devant les yeux des personnages principaux. Et en fait, il va contribuer justement à populariser l'idée selon laquelle on peut créer des récits d'aventure où l'être humain est confronté à des créatures des temps passés. Il va inspirer là encore Edgar Rice Burroughs pour Pellucidar. Pellucidar, c'est un cycle de plusieurs romans de science-fiction qui se passent au centre de la Terre, comme c'était le cas pour Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, et où là, le personnage principal se rend compte que au centre de la Terre vivent toujours des dinosaures, mais aussi des hommes préhistoriques, mais aussi des mammouths, des tigres aux dents de sabre. Il n'y a pas du tout de crédibilité, bien sûr, scientifique ici, mais une volonté de proposer une grande aventure où l'être humain est confronté à des créatures qui ont disparu depuis longtemps. Et Michael Crichton, donc je vous disais que j'avais notamment signé la préface de Jurassic Park l'an dernier, eh bien Michael Crichton a été inspiré aussi bien par Pellucidar, Voyage au centre de la Terre, mais aussi Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, et tous ces 2 auteurs-là, Burroughs comme Conan Doyle, se sont inspirés de Jules Verne pour écrire leur roman. Voilà, donc il est à l'origine, en tous les cas, c'est un des auteurs majeurs d'une littérature qu'on peut maintenant qualifier de littérature préhistorique. Son influence est telle qu'il a également inspiré très largement ce qu'on appelle, nous, maintenant, les romans d'espionnage. Le plus connu des romans d'espionnage étant James Bond, de Ian Fleming, un auteur britannique. Et Ian Fleming a toujours assumé, pour le coup, cet héritage de Jules Verne, et notamment de 2 romans de Jules Verne qui sont qui annoncent ce que sera le roman d'espionnage, Les 500 millions de la Begum et Michel Strogoff, où à chaque fois on a un personnage qui est une sorte d'agent double, qui va devoir dissimuler sa véritable identité, enquêter, se confronter au danger, afin de pouvoir œuvrer en faveur des intérêts de sa propre communauté. Et donc, beaucoup de spécialistes du roman d'espionnage considèrent que Jules Verne est en bonne partie à l'origine de celui-ci. Il ne l'a pas créé, mais avec ces 2 romans-là, il l'a fortement inspiré. Jules Verne également a une influence très grande dans le domaine de la bande dessinée franco-belge. C'est le cas notamment avec Hergé. Alors, à la différence de certains artistes dont je vous ai parlé précédemment, Hergé n'appréciait pas du tout d'être présenté comme le Jules Verne de la bande dessinée, ce que plusieurs spécialistes de la bande dessinée avaient tendance à faire. C'est un héritage qu'il n'a jamais totalement assumé. On pense que globalement, c'est lié au fait que générationnellement, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement éloigné de Jules Verne et qu'il y avait sans doute chez Hergé la peur de considérer qu'il faisait un peu du plagiat, qu'il reprenait des romans de Jules Verne qu'il allait ensuite adapter lui-même en bande dessinée. Mais pour vous dire à quel point quand même ce lien entre Jules Verne et Hergé est fort, indépendamment de mon ouvrage, quelques années auparavant, avait été publié un ouvrage spécifique sur le sujet, Tintin chez Jules Verne. On représentait justement 2 personnages d'un roman de Jules Verne qui s'appelle Les Tribulations d'un Chinois en Chine, 2 personnages d'inspecteurs qui ont un caractère comique, et comme par hasard, on retrouve ce même duo dans Les Aventures de Tintin avec les Dupont et Dupont. Il y a énormément de parallèles qui sont à faire entre l'œuvre de Jules Verne et celle d'Hergé. J'ai pas le temps de les développer tous ici. Je vous en donne un très célèbre. Jules Verne va donc décrire le voyage vers la Lune en 2 tomes. Et que fait Hergé ? Alors qu'il n'en a pas spécialement l'habitude, eh bien, il utilise également 2 tomes pour décrire le voyage de Tintin sur la Lune. La différence entre Verne et Hergé, c'est qu'ici, par contre, les hommes parviennent bel et bien sur la Lune, ce qui n'est pas le cas dans les romans de Jules Verne.
Toujours concernant la bande dessinée franco-belge, il y a par contre un artiste italien qui lui assume pleinement l'influence que Jules Verne a pu exercer sur lui. C'est Hugo Pratt. Hugo Pratt, qui est donc le créateur de Corto Maltese. Là aussi, on retrouve la thématique du voyage et de l'aventure, puisque Corto Maltese, c'est un marin qui aime justement partir à l'autre bout du monde et vivre des aventures assez extraordinaires. Et Hugo Pratt a toujours assumé le fait que les romans de Jules Verne l'avaient fortement influencé. Notamment, il aimait bien raconter cette anecdote-là, à savoir que quand il était enfant, son père lui lisait Jules Verne en français, donc dans le texte, alors même qu'ils étaient italiens, et donc ça l'a fortement marqué. Il y a un artiste très proche d'Hergé, avec lequel d'ailleurs il a déjà collaboré, qui lui, à la différence d'Hergé, assume l'héritage de Jules Verne. C'est Jacobs, donc dessinateur et scénariste belge, qui est le créateur de Blake et Mortimer, et donc lui a totalement assumé ce lien avec Jules Verne. On le voit déjà dans la première bande dessinée à peu près connue qu'il a publiée avant Blake et Mortimer, qui est le Rayon U, où il va reprendre, c'est presque un patchwork en fait des romans les plus connus de Jules Verne. Il reprend plusieurs éléments des univers de Jules Verne. Là, la couverture elle-même le montre. Vous avez une créature marin qui peut faire penser au calmar géant de 20 milieux sous les mers. Vous voyez que vous avez une sorte d'humanoïde un peu primate qui semble disposer d'une culture puisqu'il est habillé. Voilà, donc vous avez plusieurs éléments. Le Rayon U se passe sur une île mystérieuse, comme justement c'est le cas pour un des romans de Jules Verne. Donc Jacob s'inspire beaucoup de Jules Verne et également on le voit avec le fait qu'il va se réapproprier le mythe de l'Atlantide que Jules Verne va fortement contribuer à populariser avec 20 milieux sous les mers où le capitaine Nemo va présenter les ruines de cette civilisation disparue au professeur Aronnax. Jules Verne, sans l'avoir créé, va être à l'origine également du mouvement steampunk, qui est un mouvement artistique, littéraire, cinématographique. Donc le steampunk, c'est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire que l'on va aborder le passé, mais en modifiant ce passé. C'est un peu un « et si », que se serait-il passé si les hommes avaient disposé de telle ou telle technologie, si tel ou tel dirigeant politique n'avait pas existé, etc. Et donc le steampunk représente bien souvent la fin du 19e siècle ou le début du XXe siècle, et sa représentation est faite de la manière suivante. On fait comme si les inventions des romans de Jules Verne ou de H.G. Wells avaient été une réalité à l'époque, ce qui permet de créer de nouveaux récits, d'envisager de nouvelles possibilités. Vous le voyez, donc ici par exemple, il y a une femme qui porte une tenue steampunk, donc on voit bien que ce n'est pas une tenue de notre époque, mais elle a quand même une certaine technologie, puisque elle a a priori un œil bionique, ou en tous les cas une vision qui pourrait être améliorée ou augmentée par ce qu'elle porte sur son visage. Et puis sur la droite de l'écran, on voit bien que ici la tour Eiffel n'est pas terminée, elle est en cours de construction, et pourtant les hommes de l'époque sont en mesure de voler autrement qu'en ballon, avec des objets qui sont beaucoup plus perfectionnés. Donc ça, c'est le steampunk. Le steampunk, on le trouve notamment, une des premières œuvres marquantes du steampunk, c'est la bande dessinée La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, que je vous recommande si vous voulez aller à la découverte du steampunk. C'est une des œuvres de référence, bien meilleure que le film qui a été adapté quelques années plus tard. Et alors, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires s'inspire de plusieurs œuvres, plusieurs romans d'aventure, de voyage du 19e siècle, mais pas uniquement, donc pas seulement Jules Verne, c'est vrai, mais Jules Verne a une place très importante, donc notamment dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, vous avez le capitaine Nemo qui fait partie de cette ligue, vous voyez d'ailleurs qu'il est représenté ici selon son identité indienne. On a également le Nautilus ici qui est représenté, qui est sous une forme différente, donc comme s'il avait fusionné avec un poulpe, ça fera un peu penser au Nautipoulpe de Peters et Skuyten. Et puis, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires ayant rencontré un grand succès, eh bien ces deux auteurs, Moore et O'Neill, ont décidé de créer une série parallèle, ce qu'on pourrait appeler un spin-off, qui se focalise sur la descendance du capitaine Nemo. Preuve justement de l'importance qu'ils accordaient à Jules Verne. Donc ici, on va suivre les aventures de la fille du capitaine Nemo et même du petit-fils du capitaine Nemo.
Justement, je parlais de deux grands artistes franco-belges, Schouten et Peters. Eh bien, Schouten et Peters se sont inspirés de Jules Verne pour réaliser plusieurs de leurs bandes dessinées qui appartiennent donc à la collection des Cités obscures. Parmi celles-ci, on peut notamment citer La Route d'Armilia, qui est une sorte de réécriture des romans polaires de Jules Verne. Et puis, dans L'Enfant penché, eh bien, ils vont même faire de Jules Verne un personnage de l'histoire. Il va apparaître en tant que tel. Et donc, à plusieurs reprises dans les Cités obscures, on fait des références discrètes ou parfois très directes à Jules Verne, à son œuvre. On salue son imaginaire. Dans l'univers steampunk, on peut aussi évoquer le dessinateur français Jacques Tardy avec Adèle Blanc-Sec. Il a assumé le fait que Adèle Blanc-Sec, c'était finalement une certaine réécriture dans le monde de la bande dessinée des voyages extraordinaires de Jules Verne. Et justement, dans le premier tome d'Adèle Blanc-Sec, Adèle et la Bête, on voit cette référence à Jules Verne avec un peu cette littérature préhistorique, le fait qu'il y a un œuf de ptéranodon qui finissent par éclore en plein Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et il a rendu un hommage explicite à Jules Verne dans sa bande dessinée Le Démon des glaces, qui là aussi est une réécriture des romans polaires de Jules Verne, et notamment le bateau que vous voyez au centre de la couverture en noir. Il lui a donné le nom de Vierne, donc il a juste ajouté un « i », mais c'est un hommage à Jules Verne. Plus récemment, on peut parler du Château des Étoiles d'Alex Alice. Alex Alice, j'ai eu la chance de pouvoir l'interroger à plusieurs reprises justement sur ses sources d'inspiration. Et donc, il assume pleinement le fait que l'une de ses principales, sinon sa principale source d'inspiration, ce sont les romans de Jules Verne. Il a simplement voulu ici porter l'imagination encore plus loin et donc amener les humains du 19e siècle aussi bien dans l'espace que sur des planètes lointaines, puisque notamment une partie du Château des Étoiles peut se passer sur Mars, une autre sur la planète Vénus. Donc le Château des Étoiles, ce sont souvent des bandes dessinées que je recommande, notamment quand on veut donner le goût peut-être des univers de Jules Verne à des enfants qui ne seraient pas encore en âge de pouvoir lire ces romans. Dans le monde japonais, Jules Verne est très apprécié pour la raison suivante. Ça a été le premier écrivain étranger à être traduit en japonais. Pendant longtemps, le Japon a une culture qui était un petit peu autocentrée, fermée sur elle-même. Et quand elle s'est ouverte à une culture venant de l'étranger, Jules Verne a été le premier écrivain traduit en langue japonaise. Et il va exercer une très forte influence sur Hayao Miyazaki, qui est l'un des plus grands artistes japonais de notre temps, aussi bien réalisateur que mangaka. Miyazaki dit d'ailleurs dans plusieurs interviews que 20 milieux sous les mers fait partie des romans qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et donc il va s'inspirer de l'œuvre de Jules Verne, notamment pour deux de ses films d'animation, Le Château dans le ciel et Le Château ambulant, qui sont justement des films d'animation de type steampunk. Le Château dans le ciel notamment est en bonne partie une réécriture du mythe de l'Atlantide que Jules Verne a popularisé. Et Miyazaki est également à l'origine d'un projet qu'il va finir par abandonner, Nadia, le secret de l'eau bleue, qui est une série d'animation japonaise qui est sortie au début des années 90, une réécriture de plusieurs romans de Jules Verne, le premier d'entre eux étant 20 milieux sous les mers, puisque l'un des personnages principaux de Nadia, le secret de l'eau bleue, est le capitaine Nemo. Et donc c'est finalement Hideaki Anno qui a ensuite créé Evangelion, qui a réalisé cette série, mais c'est Miyazaki qui en a eu l'idée et qui l'a porté pendant un certain temps. On peut également citer Steam Boy, là qui donc n'est pas l'œuvre de Miyazaki mais une œuvre d'un autre grand artiste japonais, sorti donc en 2004, et Steam Boy va réécrire des romans de Jules Verne qui justement accordent une certaine importance à la dystopie, comme les 500 millions de la Baie Gun, et puis aussi tout ce qui relève de l'industrialisation. J'arrive bientôt à la fin de ce propos pour vous dire également que Jules Verne inspire le monde du jeu vidéo. Notamment, il a beaucoup inspiré un grand artiste belge qui est décédé il y a quelques années, Benoît Socal. Vous connaissez peut-être les enquêtes de l'inspecteur Canardo, mais Benoît Socal, à la fin de sa vie, s'est focalisé sur le jeu vidéo. Il estimait que c'était un peu l'avenir pour des créatifs comme lui. Et donc, il y a notamment deux jeux vidéo de Benoît Socal qu'on peut évoquer. La Mer Zone. Il a clairement dit qu'il voulait proposer aux spectateurs une grande aventure à la Jules Verne dans plusieurs interviews, et donc il va s'inspirer des romans de voyage, d'aventure de Jules Verne pour proposer ce jeu vidéo
Léo Lamerzone. Et puis Sibéria, par certains aspects aussi, est inspiré des romans de Jules Verne. Sokal a toujours gardé le contact avec les ouvrages de Jules Verne. Dans la littérature française ou francophone, on peut également évoquer La Lune seule le sait de Johan Elliott, où là, il a décidé de présenter Jules Verne comme le héros de son roman steampunk. Donc, Victor Hugo va confier une mission à Jules Verne, une mission qui doit l'amener notamment à aller sur la Lune. Et donc, c'est le premier tome d'une trilogie qui va rencontrer un certain succès. Et puis également, il y a un très beau livre qui a été fait autour de Jules Verne et de ses voyages extraordinaires, qui est Un an dans les airs. Donc là, c'est une œuvre qui est écrite par 4 auteurs différents, 4 auteurs qui nous sont contemporains et qui est intégralement illustrée. Donc c'est à la fois un roman, mais également un bel objet à avoir chez soi. Et dans Un an dans les airs, eh bien, on imagine justement que Jules Verne se retrouve dans une sorte d'île volante où il va se trouver pendant environ une année. Voilà, vous dire que justement Jules Verne est devenu tellement mythique qu'il est devenu un personnage de fiction à part entière, donc j'ai évoqué là les cas suivants en littérature, mais il est même le personnage principal d'un manga français qui s'appelle City Hall, qui cherche à célébrer les pouvoirs de l'imagination. Vous voyez d'ailleurs que Jules Verne ici nous est pas présenté comme quelqu'un qui serait un super-héros, son véritable pouvoir c'est d'avoir un stylo et un carnet à la main pour écrire. Et puis, donc plus récemment, Skuyton et Peters, dans les cités obscures, ont décidé de consacrer un album entier à Jules Verne et à Nemo, le retour du capitaine Nemo. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas lu cet album, mais le lien entre Nemo et Jules Verne est établi d'une façon assez intéressante. Voilà, pour vous dire également que Jules Verne, pour terminer, fait aussi partie maintenant, on va dire, de notre quotidien dans un certain nombre de villes françaises notamment. Par exemple, à Amiens, il y a le parcours Aronnax qui existe depuis quelques années, c'est-à-dire que si vous vous promenez à Amiens, vous pouvez suivre un parcours qui vous permet de retourner sur les lieux que Jules Verne a fréquentés, qu'il a contribué à créer, parce qu'il est également à l'origine du cirque d'Amiens en tant qu'élu municipal de cette ville. Et si vous prenez le tramway à Amiens d'ailleurs, les tickets de tramway sont à l'effigie des œuvres de Jules Verne, donc vraiment il est au cœur de la ville. À Nantes, vous avez donc bientôt le grand musée de l'imaginaire qui consacrera une part importante à Jules Verne. Et vous avez également l'éléphant mécanique, le grand éléphant de Nantes, tel qu'on l'appelle là-bas, qui est en fait inspiré d'un des romans de Jules Verne où il y a un éléphant qui fonctionne, donc qui n'est pas un vrai éléphant, mais qui fonctionne au moyen de la vapeur. Donc on peut l'emprunter comme cela. Et puis, pour terminer avec Paris, vous avez la station Arts et Métiers à Paris qui a été intégralement repensée en hommage à Jules Verne. On a confié la rénovation de cette station à Skuyton et Peters que j'évoquais tout à l'heure. Et ils ont décidé de faire en sorte que cette station ressemble quasiment au sous-marin le Nautilus, puisque effectivement on n'est pas sous les mers, c'est vrai, mais on est quand même sous la terre. Et ça rend peut-être les trajets en métro dans Paris un petit peu plus plaisants quand on passe par cette station. Et puis vous dire également, si jamais cela vous intéresse et que vous avez la possibilité d'aller à Paris dans les semaines qui viennent, que jusqu'à la fin du mois d'octobre, il y a un grand spectacle autour de Jules Verne, inspiré de son œuvre, qui est mis en place au Grand Hôtel des Rêves, donc c'est à proximité du Jardin des Plantes à Paris. Et donc ici, c'est un spectacle immersif, c'est-à-dire que on est dans une salle où des comédiens vont jouer soit des personnages de Jules Verne, soit Jules Verne lui-même, et à chaque salle, on va dans un univers différent de Jules Verne. J'ai eu la possibilité d'y aller notamment avec mes enfants, parce que c'est tout public, et c'était assez spectaculaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci à vous. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. On se doutait un petit peu de l'influence de Jules Verne sur la science-fiction, mais là on en comprend un petit peu toute l'importance. C'était vraiment fascinant. Vous avez parlé à plusieurs reprises notamment du besoin de réalisme de Jules Verne d'un point de vue scientifique dans ses œuvres, que ce soit d'un point de vue technologique, ingénierie, mais aussi sur l'aspect évolution, théorie de Darwin. Est-ce que c'était un scientifique, est-ce qu'il se tenait au courant des papiers, de son temps, de la recherche ?
Oui, alors merci pour votre gentil commentaire et puis pour votre question très intéressante. Oui, bien sûr, là je n'avais pas le temps d'entrer un petit peu dans le détail, mais Jules Verne, donc c'est quelqu'un qui en fait avait un mode de vie finalement assez rigoureux, c'est-à-dire que le matin, il se levait assez tôt, il écrivait le roman qui était en cours et l'après-midi, il allait à la bibliothèque d'Amiens pour se documenter. Il se documentait sur différents plans, c'est-à-dire qu'il pouvait lire aussi bien des œuvres de littérature, mais également des œuvres de géographie. Il avait une passion pour la géographie, d'histoire, parce que parfois il est amené, si on prend un roman comme Le Tour du monde en 80 jours, à raconter un peu l'histoire du pays dans lequel ces personnages vont se trouver. Et puis également des ouvrages scientifiques. Il essayait de se documenter le plus possible et il pouvait également consulter des scientifiques de son époque. Il avait dans sa famille d'ailleurs un mathématicien qu'il va consulter lorsqu'il va écrire son diptyque lunaire, donc les 2 romans où les hommes cherchent à atteindre la Lune. Donc il essayait d'être le plus rigoureux possible et il n'est pas un scientifique à l'origine, mais il avait un intérêt pour les sciences parce qu'il se rendait compte que les sciences pouvaient finalement donner lieu à de nouveaux types de récits, qu'il y avait de nouvelles possibilités qui allaient s'offrir pour l'humanité. Et en fait, par ces pratiques, il va aussi inspirer ce qui nous maintenant nous semble une évidence, à savoir, par exemple, dans de grandes œuvres de pop culture, le fait d'avoir un ou plusieurs consultants scientifiques. Je pense à Christopher Nolan, par exemple, qui va avoir des consultants scientifiques dans un film comme Interstellar, par exemple, avec un prix Nobel d'astrophysique, ou alors Spielberg, quand il fait Jurassic Park, dans tous les films Jurassic Park, il y a toujours un paléontologue ou plusieurs paléontologues en tant que consultants. Donc lui, il était vraiment dans une perspective assez rigoureuse et c'est pour cela qu'il parlait du roman de la science et qu'il avait un regard un petit peu méprisant vis-à-vis des romans de H.G. Wells en se disant, en fait, H.G. Wells, lui, c'est facile, il peut décrire ce qui est impossible. Moi, j'essaye de représenter ce qui pourrait être une possibilité. D'autres questions? Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Dans la suite de la question de monsieur, est-ce qu'on peut dire que du coup il a été visionnaire et qu'il a influencé des découvertes scientifiques ou des découvertes technologiques? Alors c'est une bonne question. Ça fait un peu parfois débat parce que par exemple l'idée même du sous-marin, le sous-marin tel qu'il est représenté dans 20 milieux sous les mers n'existe pas à son époque, mais il y a des prototypes. C'est une idée qui est quand même un peu dans l'air du temps. C'est beaucoup moins vrai par exemple pour le voyage spatial. Là c'est vrai que par contre il a annoncé quelque chose qui semblait totalement impossible aux hommes et femmes de son époque et qui deviendrait une réalité plusieurs décennies plus tard. C'est en fait son influence, elle est surtout grande sur les explorateurs, les aventuriers et les scientifiques. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de scientifiques ou d'explorateurs au XXe siècle qui vont dire si j'ai décidé de consacrer ma vie à la découverte, aux sciences, c'est grâce à Jules Verne. Si je n'avais pas lu les romans de Jules Verne pendant mon enfance, peut-être que j'aurais fait tout autre chose de ma vie. Et donc, c'est en cela que c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un peu une porte d'entrée, Jules Verne, vers autre chose. Il va ouvrir un peu les consciences à la possibilité que finalement, l'être humain n'a pas à être limité, qu'il peut au contraire envisager tout un tas de possibilités. Et donc, c'est en cela que moi, je l'ai abordé d'un point de vue, on va dire, des arts, mais souvent, son œuvre, on se la réapproprie en se disant c'est intéressant ce qu'a dit Jules Verne. Il a commencé en quelque sorte à ouvrir le chemin et nous, on va poursuivre le chemin. Donc, c'est vrai dans le monde des arts et c'est vrai dans le monde des sciences. Donc, oui, c'est une source d'influence majeure. Et vous voyez, par exemple, Ray Bradbury, qui est un des grands auteurs de science-fiction américains au XXe siècle. Il n'a cessé de dire à quel point Jules Verne l'avait amené à vouloir créer des œuvres de science-fiction, à vouloir aller ailleurs. Roland Lehoucq, qui est également un grand spécialiste des sciences en France, de leur vulgarisation, également des rapports entre science et science-fiction, avait écrit un article il y a plusieurs années dans Le Point où il montrait à quel point plusieurs scientifiques s'étaient inspirés des œuvres de Jules Verne, ou en tous les cas que c'était une invitation à l'innovation, à la découverte, à la création. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une bonne journée et voilà. Et puis peut-être à une prochaine fois. Je pense que je dois dédicacer si jamais ça vous intéresse de prolonger la conversation. Là, je crois que je vais être en dédicace pendant quelques minutes. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et un bon festival des Hypermondes.